L'écriture, ça peut être un endroit de découverte avec soi-même, avec son monde intérieur, un endroit où on peut se guérir et se retrouver entièrement. L'écriture, elle peut autant nous donner des ailes qu'elle peut nous rendre captifs. Le monde mentira toujours sur qui on est. Et cette vérité, en fait, elle est au-delà des étiquettes. La Troisième Guerre mondiale, moi, je la vivais chez moi, entre les quatre murs de ma maison. Et quand on met les bons mots dans le bon ordre, il y a comme une porte qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Bienvenue, nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous allez peut-être découvrir, mais qui est quand même assez présente sur le réseau. Anna Adela est installée sur les canapés. Salut Anna. Salut Marc. Mais quel bonheur. Oui. Mais parce que, alors il faut quand même qu'on raconte l'histoire, et vous savez qu'on joue franc jeu. On a échangé, c'est la première fois qu'on se voit. En vrai, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, exactement. Mais on avait, il y a très longtemps, échangé. Ouais. Et moi, j'étais resté sur une Anna globe-trotteuse. C'est ça, à l'époque je voyageais. Qui passait son temps à droite à gauche. Où est-ce que tu es allée ? Je suis allée en Thaïlande dans un premier temps. Je travaillais avec un entrepreneur sur sa communication et c'est à cette époque-là, enfin c'est proche de cette époque qu'on s'était rencontrés. Et ensuite, je suis allée à Hanoï, au Vietnam. Et ensuite, j'ai fini mon voyage en Australie. C'est là où j'ai écrit mon premier livre. Est-ce que ces voyages, c'était aussi une fuite en avant ? Alors, je ne pense pas que c'était une fuite. C'était plutôt au contraire... j'ai toujours voyagé parce que j'avais des opportunités professionnelles pour voyager. Pour le faire, ouais. Et au contraire, c'était plus une découverte de soi. Et je pense même qu'en Australie, c'est là où j'ai écrit mon premier livre. Donc, ça a été vraiment un voyage intérieur. Et je pense même que des fois, quand on va loin dans le monde, qu'on n'est plus dans notre environnement habituel, quotidien, ouais. C'est là qu'on peut se rencontrer vraiment soi-même. Donc, j'aurais plutôt dit que c'était une rencontre avec soi. L'Australie, la vie est tellement belle. C'est ça. C'est le premier. Le premier livre, ouais. Le premier livre qui est ici, qui est en auto-édition. On vous mettra évidemment autour de la vidéo tous les liens. Comment est-ce que tu te définis aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais que je suis à la fois écrivain, parce que j'écris plusieurs livres et j'adore l'écriture. Pour moi, c'est vraiment un moyen de m'exprimer et de pouvoir donner le meilleur de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai rencontré et de ce que j'ai trouvé en chemin. Et à côté de ça, je suis aussi formatrice. J'aide les gens qui ont envie d'écrire leurs livres et de créer leur univers en ligne à pouvoir faire cette rencontre avec l'écriture parce que je trouve que c'est vraiment un des plus beaux outils pour se rencontrer. Et alors, c'est vrai que on côtoie énormément de gens qui, en règle générale, se disent « Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir coucher sur le papier, raconter mon histoire ?» Et c'est toujours très compliqué. L'écriture reste un exercice, un très bel exutoire, mais en même temps un exercice qui est difficile. Complètement. Et je pense aussi qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture. Moi, par exemple, j'ai toujours eu ce lien à l'écriture. C'est-à-dire que depuis toute petite, et je pense en fait même que tout le monde a un lien à l'écriture de manière générale. Depuis tout petit, on apprend à écrire. Ça commence à l'école quand on forme les lettres sur le papier. Après, on a souvent des fractures avec l'écriture. Je pense notamment justement à l'école quand on a des punitions où on doit répéter les mêmes mots. Moi, je me souviens de punitions où il fallait répéter 100 fois la même phrase. Et puis en fait, ce qui est rigolo avec l'écriture, c'est que qu'on le veuille ou non, on a tous un rapport aux mots, on a tous un rapport à l'écriture manuscrite, et on se rend compte que souvent on s'éloigne en fait de ce rapport-là parce que peut-être il a été mal construit d'entrée de jeu. Ça commence à l'école, ça commence avec par exemple quand on doit lire des livres où on n'est pas du tout fan de ce qu'on lit. Enfin, tous ces endroits-là, ce sont des endroits où on peut créer une distance en fait avec l'écriture. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ne nous transmet pas à quel point l'écriture, ça peut être un endroit de découverte avec soi-même, avec son monde intérieur, et aussi que ça peut être un endroit où on peut se guérir et se retrouver entièrement. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que l'écriture chez toi, c'était une écriture presque en canalisation ? Alors, je pense que j'ai écrit La vie est tellement belle de cette façon-là, parce que ça a été un livre qui s'est écrit en 5 jours. Donc, ça a été un processus d'écriture qui a été très condensé. Je l'ai écrit en 5 jours, mais j'ai vécu pendant 25 ans tout ce que j'ai écrit en 5 jours. Et en amont, je partageais déjà sur les réseaux sociaux mes pensées, ma philosophie. Et avant même ce premier livre que j'ai réellement édité, à mes 18 ans, j'avais écrit un tout petit livre qui s'appelait « Réveillez-vous de bonheur ». Et pareil, je l'avais écrit en une nuit. Et en une nuit, en fait, toutes les idées, elles étaient venues. Et je l'avais partagé sur Facebook à l'époque, et en PDF, un format PDF où chacun pouvait le télécharger gratuitement. On était encore loin des lead magnets et de toutes les stratégies marketing. Et en fait, le retour que j'avais, c'était que j'arrivais à mettre des mots sur ce que les gens ressentaient et que mon écriture, elle faisait du bien. Donc je pense que oui, quelque part, je dois sûrement avoir cette capacité à choper les idées, à choper les ressentis, à mettre des mots sur ce que tout le monde vit, mais que personne ne sait jamais vraiment bien expliquer. Et quand on a cette capacité-là de façon, on va dire, naturelle, forcément, quand on voit qu'on fait du bien, on continue de le faire.
Comment est-ce que tu définirais cette capacité, alors pour le coup? Parce que si c'est de la canalisation, si c'est une écriture intuitive ou peut-être une écriture automatique presque Alors pour moi, il y a ces 3 degrés d'écriture, ça c'est certain. En fait, il y a l'écriture du ressenti. Je ressens quelque chose, je vais l'écrire. Ça, c'est... Et en fait, pour moi, les différents niveaux d'écriture, ils dépendent vraiment de notre état de conscience. L'écriture automatique, c'est je laisse mon inconscient écrire certaines choses et je découvre ce que j'écris au moment, enfin même après que je l'écris. Et ça, il y a beaucoup d'écrivains qui vivent ça, en fait, avec l'écriture. Et après, il y a l'écriture mentale. Voilà, j'ai envie de partager cette idée parce qu'elle me touche. Et en fait, ces niveaux d'écriture, moi, j'aime beaucoup travailler avec le flow, avec le ressenti, avec le feeling. Le plus important pour moi, peu importe le degré d'écriture où on va, c'est l'intention qu'on va mettre. Qu'est-ce que j'ai envie de partager autour de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de donner comme sens à ma vie et à ce que je partage avec les gens autour de moi? Et c'est quand on arrive à vraiment poser son intention dès le départ que derrière, tout notre travail, que ce soit le travail avec l'écriture pour soi, pour l'autre, eh bien tout va se faire naturellement. Et c'est un peu comme une sorte de danse quelque part qui, selon moi, faut pas chercher à tout prix à aller sur de l'écriture automatique ou à tout prix à aller sur de l'écriture. En fait, c'est vraiment une exploration. Et j'aime cette idée de s'explorer pour se rencontrer, pour partager, pour échanger. Et c'est dans la découverte, au final, qu'on trouve de beaux trésors. En tout cas, il y a une dimension spirituelle. Toujours. Toujours, et c'est normal, en fait, on est des êtres humains avec un esprit, en fait, et dans la créativité, dans la création, il y a toujours quelque chose de spirituel. Maintenant, ce que j'aime dans l'écriture, c'est que ça donne vraiment une capacité à aller explorer cet outil-là de façon très simple, sans forcément prendre des produits ou sans forcément avoir un rituel de cérémonie. Et justement, ça peut préparer peut-être à d'autres explorations encore plus grandes, mais il n'y a pas d'obligation en fait dans l'écriture. Et c'est ce qui est beau. Moi, dans mon rapport à l'écriture, j'ai toujours écrit en fait. Quand j'étais petite, j'écrivais des lettres à la vie. Et ces lettres, en fait, c'était pas des lettres en mode tout va bien. C'était au contraire des lettres, on va dire, de désespoir où je lui écrivais pour lui demander de penser à moi et de prendre soin de moi. Et en fait, ce rapport à l'écriture, il est né à cet endroit-là. Quand je mets de la conscience dessus, je me dis, bah ouais, en fait, j'ai toujours eu ce lien-là à l'écriture et à la vie. Et petit à petit, en grandissant, j'ai un peu perdu. Et pareil, on revient. Et la finalité, c'est que mon premier livre s'appelle « La vie est tellement belle ». Et pour rappel de cette période-là de ma vie, j'ai pris le soin, à chaque fin de chapitre, d'écrire une lettre à la vie en petit clin d'œil au passé. Et ce passé, évidemment, alors j'ai dit tout à l'heure que l'écriture, c'était un exutoire. L'écriture, c'est aussi un refuge. Et tu dis, toute petite, que tu avais déjà, tu te sentais évidemment un peu bafouée par la vie, on va dire, mais ton refuge, c'était un stylo et du papier, quoi. Ouais. C'est comme ça que tu arrivais effectivement à te réfugier dans ce monde-là. Ouais, un journal intime. Un journal intime qui permet de sortir un peu du marasme dans lequel tu étais, quoi. C'est ça. En fait, quand j'étais petite, donc, je suis née d'une maman qui était diagnostiquée schizophrène et d'un père inconnu. Et à l'âge de 10 mois, j'ai été en famille d'accueil, de mes 10 mois à mes 15 ans. Et donc, je suis restée chez la même famille d'accueil pendant toutes ces années-là. Et on va dire que c'était pas les meilleures conditions pour grandir et pour s'épanouir. Clairement. Mes parents de famille d'accueil avaient des croyances qui faisaient qu'il y avait une éducation qui était très stricte, très sévère, voilà, j'ai vécu de la maltraitance à la fois physique et psychologique. Et c'est vrai que l'écriture, quand j'écrivais des lettres à la vie, c'était justement pour lui dire « S'il te plaît, ne m'oublie pas, je suis là ». Et en fait, plus tard, donc à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de partir de cette famille d'accueil. Quand on a 15 ans, qu'on n'a pas de parents, parce que donc, ma mère ne pouvait clairement pas s'occuper de moi, il y a 2 options. La première, c'est de repartir dans une famille d'accueil. La deuxième, c'est d'aller en foyer. Et donc forcément, j'ai été en foyer, parce que très âgée, entre guillemets, pour réintégrer une autre famille d'accueil. Et après, ça a été encore la survie. En fait, là, quand je le raconte, on dirait que je parle carrément d'une autre vie, parce que plus on grandit, plus on se construit, et plus on a l'impression que notre passé, c'est carrément une autre vie, tellement on avance. Et là encore, à l'âge de 15 ans, je me souviens que l'écriture a toujours été là, en fait. J'écrivais des lettres pour parler à ma petite sœur de famille d'accueil, pour lui dire ce que je ressentais, des lettres qu'elle n'a jamais lues. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de mettre sur le papier ce que je ressentais, ce que je traversais, ma vérité aussi. Parce que souvent, en fait, quand on grandit, en tout cas, moi, j'ai beaucoup souffert de ça, on nous colle des étiquettes. On nous colle des étiquettes pour dire qui on est,
On parle en fait à notre place. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, on me disait toi, de toute façon, t'es susceptible. Et en fait, c'est des mots comme ça, c'est des tout petits mots. Et c'est ça qui est dingue avec l'écriture, c'est que l'écriture, elle peut autant nous donner des ailes qu'elle peut nous rendre captifs quelque part. Et par exemple, ce mot susceptible, il peut paraître anodin, mais si je me construis avec cette identité-là, en fait, je vais venir accentuer quelque chose en moi. Là où c'est juste un regard et je peux me dire, en fait, non, je ne suis pas susceptible. Il y a juste des sujets dans ma vie qui vont me tenir à cœur et pour lesquels je vais ressentir des émotions, je vais réagir et j'ai le droit, en fait, parce que je suis libre. Et c'est ça, en fait, que l'écriture apporte. Pour moi, l'exploration de l'écriture, c'est venir mettre de la conscience et de la présence sur des mots, venir s'en détacher quand on en a envie, quand on en a besoin, venir guérir aussi les discours intérieurs qu'on peut garder de nos parents, de notre éducation, de l'école, enfin peu importe, et après choisir et être libre. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 20 ans, même si effectivement tu expliques que depuis toute petite tu avais ce goût de l'écriture, mais il y a 20 ans, quand on avait échangé, il n'y avait pas cette dimension-là. Tu ne mettais pas en avant cette dimension d'écriture. Oui, parce que c'est un cheminement. Ça veut dire qu'il y a une exploration qui se fait et après, petit à petit, on se rend compte, en fait, moi, par exemple, quand j'ai écrit mon premier livre, à aucun moment, je me suis dit, professionnellement, je vais pouvoir vivre de ça, parce que pour moi, c'était juste un don comme ça, voilà, je le partageais. Et après, quand on continue, quand on échange, quand on voit que les personnes autour de nous, ça leur fait vraiment du bien, que ça les aide, là, on se dit, en fait, c'est vrai que moi aussi, ça m'aide, parce qu'on se voit aussi s'épanouir, grandir, se libérer. Et je pense que ce qu'on arrive à faire pour soi, naturellement, l'humain, il a envie de le faire aussi pour l'autre. L'écriture, selon moi, c'est un des meilleurs moyens de se découvrir, de s'explorer et d'exprimer notre vérité autour de nous. Et après, quand on voit petit à petit notre réalité, après, c'est subtil. Ça veut dire que c'est pas un changement je suis pauvre, je deviens riche, ou je suis rien, je deviens tout. Même si, pour moi, l'écriture, c'est le meilleur outil, justement, pour passer de rien à tout. Et c'est cet outil qui nous permet de partir de ce rien et d'aller vers ce tout. Tout ce qu'on a envie d'être, tout ce qu'on a envie d'incarner. À quel moment tu te dis, si l'écriture me fait autant de bien, ça fera sans doute du bien à ceux qui me liront ou à ceux que je pourrais accompagner dans l'écriture de leur histoire ou de leur... À quel moment tu dis ça ? Alors, je me le dis déjà quand je partage mon premier PDF « Réveillez-vous de bonheur » et que je vois les réactions des gens qui m'envoient des messages et qui me disent « Mais Anna, ton écriture, elle fait du bien, tu mets des mots sur ce que je ressens, je me reconnais dans ce que tu partages. » Là, je me dis « Ah ouais, en fait, il y a quelque chose. » Même si pour moi, c'était... voilà, je faisais quelque chose de simple que je contrôlais pas. Et je le faisais parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais voilà. Après, donc, il y a l'écriture de La vie est tellement belle. Quand ce livre, il se matérialise vraiment sur mon ordinateur en tapant tous ces mots sur mon logiciel, là, je me dis, il faut vraiment que je le sorte, que je l'édite. Et à ce moment-là, je rentre en France. Je fais un projet de financement participatif. En un mois, il y a un projet qui réunit 5 600 €. Et là, je me dis, c'est que vraiment, il y a du monde qui me suit, mais parce que ce que j'écris, je l'incarne. Donc, en fait, et c'est là où on voit que l'écriture, c'est une continuité de soi. Souvent, quand je rencontrais des personnes, j'étais à leur écoute, j'écoutais ce qu'ils se racontaient, j'essayais de les aider, ça m'intéressait vraiment. Et j'essayais de leur montrer le monde des possibles qui existait au-delà de l'histoire qu'ils se racontaient eux-mêmes. Et c'est pour ça, en fait, que mes projets derrière, forcément, ils ont suivi mon intention. Parce qu'en amont, il y a vraiment une présence, il y a une posture, il y a une envie d'aider l'autre. Et l'écriture, c'est une façon encore plus grande et plus palpable aussi, parce que l'écriture, au final, quand quelqu'un lit un livre, il est seul avec lui-même. Et quand il rencontre des mots, il va pouvoir avoir un peu cette réaction intérieure. Soit il dit « Ah tiens, ça c'est vrai, je m'en empare et j'ai envie d'en faire ma vérité ».
soit non, moi, c'est pas ma réalité et je continue mon chemin. C'est étonnant quand tu dis qu'effectivement, un lecteur, quand il se plonge dans un livre, il est seul avec lui-même. Pas toujours. Ah, Il ouais. est avec l'histoire du livre. Alors peut-être que j'écris des livres qui permettent justement D'introspection. voilà, de permettre au lecteur de se rencontrer, de se découvrir et d'avoir ce sorte de miroir intérieur. Il y a tellement de personnes qui passent à côté d'elles-mêmes, en fait. Et c'est dommage parce que quand on se rencontre, quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on a envie d'aller, je dis pas que la réalité d'un seul coup devient un conte de fées, mais c'est beaucoup plus facile d'avancer. Et on arrive en tout cas à créer une réalité qui nous correspond beaucoup plus. Donc le voyage, effectivement, il y a ensuite, bien sûr, beaucoup de choses, mais pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, notamment sur ce fameux parcours de vie que tu as, il y a cette adolescence qui a été difficile. La DAS, les familles d'accueil, tout ça a forgé ton caractère, mais tu aurais pu mal tourner. J'aurais pu. J'aurais pu, après, je pense quand même que dans mon parcours de vie, bien que difficile, j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui a été donnée par ma famille d'accueil. Donc ça m'a quand même beaucoup construit. Et même le fait d'avoir été pendant 15 ans dans une même famille, ça m'a donné quand même un cadre. Je souffrais beaucoup de ne pas ressentir l'amour de mes figures parentaux. Mais par contre, j'avais quand même cette éducation, ce savoir-vivre, l'école aussi, qui m'a beaucoup aidée à avoir une vie sociale. Et au-delà de tout ça, oui, je me sentais seule dans ce que je vivais. Oui, je sentais qu'on ne comprenait pas qui j'étais et ce que je souhaitais vivre. Et en fait, quand je suis partie à l'âge de 15 ans, ça a été encore une autre survie. Mais cette survie, elle était, entre guillemets, elle était difficile, mais c'était un autre difficile. En fait, quand j'étais plus jeune, c'était une survie de « il faut que je sauve ma peau coûte que coûte ». Et après, quand je suis partie à l'âge de 15 ans, ça a plus été le monde, c'est un terrain de jeu et OK, comment je fais pour naviguer et pour m'en sortir. Mais c'était moins douloureux quand même. Mais avec beaucoup d'insouciance. Avec beaucoup d'insouciance, ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai que même quand je regarde des vidéos du passé, je me rends compte que j'ai toujours eu un regard... alors, c'était pas de la naïveté, mais vraiment un espoir. Après, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas avoir reproduit ce que j'ai vécu dans mon enfance. Donc, le fait de me dire les adultes sont méchants, on me veut du mal, de ne pas avoir reproduit ce que j'ai vécu dans mon enfance dans le reste du monde. Je me suis jamais... et c'est assez particulier. Je m'en rends compte avec le recul que c'est une chance parce que souvent, quand on vit des choses quand on est petit, on fait de cette situation isolée qui est malheureuse, qui est catastrophique, qui est tout ce qu'on veut, on l'associe à toute la réalité du monde entier et on se fait une carte du monde qui n'est pas le territoire sur lequel on navigue. Et la chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir pris ma situation isolée comme... tous les adultes sont méchants, on va me faire du mal, si je montre ma faiblesse, En fait, j'ai toujours été moi-même et ça, c'est quand même un beau cadeau que j'ai pu me faire. Est-ce que justement, cette sagesse retrouvée, en tout cas le fait que tu puisses ne pas reproduire les schémas du passé, c'est le fait d'avoir voyagé, d'avoir rencontré d'autres façons de vivre, d'autres... Je pense que c'est inné, vraiment. Ah oui. Je pense pas que ça soit... Parce que le voyage, il est venu quand même beaucoup plus tard. Alors, à 15 ans, en fait, quand je pars de ma famille d'accueil, j'ai l'impression de mourir vraiment à ma vie, à mes repères, à tout ce que je connaissais. Mais en même temps, qui dit mourir dit revivre, renaître autre part. Et là, en fait, ça a été vraiment il y a eu une rupture à ce moment-là. Mais j'ai toujours eu ce truc de... les adultes autour de moi, parce que quand on est enfant de famille d'accueil, on a aussi des adultes qui sont autour de nous, qui font partie en fait de... comment on pourrait appeler ça d'un suivi. Voilà, il y a un suivi d'adultes professionnels en fait, qui sont mis en place par l'État. En fait, moi, quand j'étais petite, j'étais considérée comme pupille de la nation. Donc en fait, par exemple, ces personnes-là, je savais que c'était des personnes ressources. Pareil, les éducateurs en foyer, c'était des personnes ressources. Et j'ai toujours eu cette capacité à m'entendre aussi bien avec les jeunes qui avaient mon âge et qui étaient en foyer et qui avaient leurs difficultés qu'avec les éducateurs qui étaient là pour m'aider à avancer. Et je pense que la communication, elle a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que je me suis beaucoup guérie grâce aux gens qui m'ont écoutée dans ma vie et qui m'ont autorisée en fait à exprimer ma vérité, à partager mon regard. Et ça, c'est une chance. Si on se retrouve là face à un jeune public
15 ans, quelqu'un qui vit aujourd'hui en 2026 la situation que tu as pu vivre il y a 25 ans, 20 ans ou 25 ans en arrière, quel conseil tu lui donnerais ? Parce que parfois certains ne voient pas le bout du tunnel, certains adolescents en arrivent parfois à des pratiques qui sont extrêmement dangereuses pour leur vie, parce que c'est le seul échappatoire qu'ils ont. Comment toi, tu as réussi effectivement à ne pas prendre le mauvais chemin, là où d'autres se laissent happer justement par ce mauvais chemin, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de choses comme ça. Quel conseil tu peux donner ? Le conseil, c'est de comprendre que c'est pas ce qu'on a vécu qui nous définit, c'est pas le départ de notre vie qui va dire la suite de notre réalité. C'est de comprendre en fait que c'est possible. Et ça, vraiment, et j'ai envie dans ma vie aujourd'hui d'incarner la possibilité, de montrer en fait que c'est possible. C'est pas parce qu'on vient d'une vie qui est chaotique, et franchement, des vies chaotiques, quand on écoute vraiment les gens autour de nous, on se rend compte qu'il y a du chaos partout, en fait. Tout le monde vient du chaos quelque part. Mais de ce chaos, on peut le transformer, on peut l'améliorer. Et le plus important, en fait, c'est de poser une intention. Ok, qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Ok, on dit ça de moi, mais moi, qu'est-ce que je suis pour de vrai ? C'est de revenir en fait à cette vérité. Et en fait, le monde mentira toujours sur qui on est. Les gens, que ce soit même nos parents, et c'est malheureux à dire, parce qu'on se dit, nos parents, on doit avoir un amour inconditionnel, ils nous aiment eux aussi d'une façon inconditionnelle. Oui, ok, mais au-delà de ça, il y a toi, il y a ta vérité, il y a ce que tu es. Et cette vérité, en fait, elle est au-delà des étiquettes. Elle est au-delà de tout ce qu'on va dire, de ce que tu es. Et tu peux avoir fait des erreurs. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites et je me suis pardonnée. Et je me suis autorisée à pas m'identifier aux erreurs que j'ai faites. Parce que la vie, c'est pas les erreurs qu'on a fait, c'est ce qu'on a appris, comment on a évolué, comment on a grandi. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Est-ce que tu as le sentiment que ce discours-là est audible quand on a 15 ans ? Je pense que oui. C'est surtout le fait quand on est vraiment désespéré, quand on a vraiment un désespoir profond. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Ça veut dire que plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mettre fin à mes jours. Plusieurs fois, je ne voyais pas le bout du tunnel. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Plusieurs fois, je me suis dit, mais à quoi bon, en fait la Troisième Guerre mondiale, moi, je la vivais chez moi, entre les 4 murs de ma maison. Donc, en fait, plusieurs fois, j'ai ce sentiment de frôler la mort était là. Mais il y a ce truc en nous, cette survie, ce truc qui veut quand même vivre malgré tout. Et s'attacher à ce sentiment-là, à cette recherche de vérité. La recherche de vérité, c'est pas... je cherche la vérité et elle va se pointer toute seule. Non, la recherche de vérité, elle demande de passer par des détours, elle demande de passer par du désespoir, elle demande de passer par tous ces endroits qui sont hyper inconfortables. Et le côté inconfortable, ça fait partie du process. Pourquoi, j'en sais rien. J'ai pas les réponses à toutes les questions. Mais ça fait partie du process et on peut être juste témoin. Et c'est parce qu'on a vécu le pire qu'on veut le meilleur aussi. Donc, est-ce que la vie, elle est obligatoirement faite de contrastes ? Peut-être. Et c'est peut-être parce que ces contrastes existent que derrière, on peut vraiment savourer. Mais en fait, après, derrière, on peut que témoigner. Et c'est pour ça que j'ai envie d'incarner cette idée que c'est possible. On peut s'en sortir, on peut guérir de tout, même du pire. Mais ça demande de se donner les moyens, ça demande de se guérir, ça demande d'être patient avec soi, ça demande de se faire confiance. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as guéri de ce passé ? Oui. J'ai la chance. La chance d'avoir guéri, la chance d'avoir pensé mes pansements. Après, on guérit grâce, comme je te disais, à l'écoute des personnes autour de nous. Moi, des fois, je rencontrais des inconnus, je leur racontais ma vie. Et les gens, ils étaient là, comme ça, ils m'écoutaient. Et en fait, je sais que je me suis guérie, parce que la personne a été présente à moi. Elle a vraiment... Il y a une phrase de Christiane Singer qui dit que, en fait,
peu importe qui tu regardes, n'oublie pas qu'en fait, le ciel regarde à travers tes yeux. Et c'est ça, en fait, la présence. C'est le fait de comprendre que dans notre présence, on peut faire passer quelque chose qui fait que ça guérit les gens autour de nous. Et par l'écriture aussi, donc... T'aurais pu accompagner justement ces adolescents ou Alors, je pense que je suis trop en pâte. Ouais. Trop en pâte. Ouais. Et voilà, je pense que c'est pas ma place de ce côté-là. Je vais beaucoup ressentir, en fait, prendre la peine de la personne dans mon cœur. Et en fait, je suis pas coach ou thérapeute. Donc, vraiment, j'ai la chance d'avoir l'outil de l'écriture qui permet à la personne de cheminer par elle-même. C'est une forme de coaching, hein, l'écriture. Oui. Clairement. 100%. 100%, mais en fait, j'aime cette idée d'aider l'autre à cheminer par lui-même en trouvant ses propres mots, en trouvant son propre chemin. Et c'est ça que permet l'écriture. Quand on lit un livre, j'ai toujours ce regard de cette capacité dans cet endroit-là de sa vie d'être face à soi-même et de voir en fait comment on pense les choses, comment on ressent les choses. Quand on voit aussi une personne qui s'autorise soit à exprimer son amour pour la vie, soit à exprimer certaines idées, on se dit tiens, là d'un seul coup, il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre et on s'autorise. On se dit tiens, moi aussi en fait j'ai le droit d'aimer la vie comme j'ai envie d'aimer la vie. J'ai le droit de vouloir rêver tout ce que j'ai envie de rêver. Enfin, cette autorisation elle est importante. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie, écrire ou lire ? Je pense quand même écrire. J'ai forcément découvert l'écriture par la lecture. Enfin, quoique, ça marche dans les deux sens. Mais la lecture, c'est incroyable parce que justement, ça ouvre ce champ des possibles. Et c'est sûrement parce que j'ai lu des livres de personnes qui m'ont ouvert le champ des possibles que j'en suis venue à l'écriture. Mais l'écriture, c'est tellement un bel acte pour soi-même, pour poser son intention, pour comprendre qui on est, ce qu'on veut faire de notre vie. Et si on devait choisir l'un ou l'autre, pour chacun, c'est de choisir l'écriture parce que d'un seul coup, on peut, grâce à un outil simple et accessible dans la vie de tous les jours, créer toute sa réalité, choisir les nuances de ses relations, choisir les projets sur lesquels on a envie d'avancer, guérir ce qu'on a besoin de guérir à l'intérieur de soi. Moi, je sais que je fais beaucoup d'exercices en fait, avec l'écriture où je vais communiquer avec des parts en moi. Donc, par exemple, quand je sens que je bloque, je fais un petit exercice personnel où j'écris avec des parts à l'intérieur de moi pour comprendre qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et là, d'un seul coup, j'entends des ressentis que j'ai à l'intérieur de moi que je n'écoutais pas forcément. Alors, répète-moi, parce que le process, je n'ai pas très bien compris. Ouais. Alors, c'est super simple. Genre, quand il y a une situation qui est bloquée, donc par exemple, je veux, je sais pas moi, si on prend par exemple une situation d'entreprise, je veux atteindre ce chiffre d'affaires et j'y arrive pas. Là, je vais communiquer avec les parts à l'intérieur de moi pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a une part qui a envie d'y aller à cet objectif et qu'est-ce qui fait qu'il y a une part qui n'a pas envie d'y aller. Et là, d'un seul coup, en écrivant, voilà, c'est ça, avec un dialogue en fait. Et là, d'un seul coup, il y a des idées qui vont venir. Par exemple, j'ai pas envie d'être prisonnier de mon business, j'ai pas envie d'avoir trop de travail, de submerger. En fait, il y a plein de choses qui font que quand on a des objectifs dans la vie ou quand on veut aller quelque part dans notre vie, nous, conscients, on sait qu'on veut aller là et il n'y a aucun souci pour nous. Mais par contre, à l'intérieur de nous, on a d'autres parts qui ne sont pas forcément d'accord avec l'endroit qu'on a envie d'atteindre. Et on est souvent tiraillant. C'est ça. Et en fait, pour venir, c'est l'idée de ne pas être contre soi, mais de s'accompagner et de comprendre que dans la dynamique du changement, on ne cherche pas à devenir un tyran avec soi-même et à aller contre soi. C'est quand on fait ce genre de choix qu'au petit à petit, on a une vie qui ne nous correspond plus du tout. Et là, l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, à l'intérieur de moi, il y a des dynamiques, je vais chercher à les comprendre, je vais chercher à les adoucir et je vais aller à mes objectifs, mais d'une façon beaucoup plus douce pour moi-même. Donc, tu fais régulièrement ce petit exercice-là. Ouais. Et ça marche, et tu as des révélations. Alors, des révélations. Des explications. Oui, voilà, c'est ça, en tout cas, du des ressenti. pistes de réflexion. Exactement. Et ces pistes de réflexion, elles donnent pas, voilà, il n'y a jamais de... En tout cas, l'écriture nous apprend quand même beaucoup l'humilité. Parce que dans l'écriture, on peut voir ce qui change en nous et on peut voir aussi ce qui a toujours été là. Et c'est rigolo, en fait, d'avoir ce truc. Moi, par exemple, dans mon journal intime de mes 13 ans, j'avais fait une liste de tout ce que je voulais être, faire et avoir dans la vie. Et à la fin, les derniers mots, c'était être heureuse. Et ça, pour moi, c'est mon intention dans la vie. Alors, est-ce que justement, sans rentrer dans cette intimité de ce petit journal intime qui ne se lit pas, hein, normalement, il n'y a que la personne concernée qui est censée, machin. Est-ce que tu as coché bon nombre de cases de toute la fameuse liste
de ce que tu Ouais. rêvais d'être? Ouais, complètement. En fait, C'est vrai, t'as tout coché, genre. moi, je me souviens juste des 2 derniers tirés dans mon souvenir. Et mes 2 derniers tirés, c'était faire comme je le sens et être heureuse. Et toute ma vie, à partir de l'âge de mes 15 ans, ça a été ça. J'ai toujours fait comme je le sens. Et la notion de être heureuse, pour moi, ça a toujours été important, en fait. Quand j'ai commencé à vouloir développer mes projets entrepreneuriaux, j'avais déjà ce regard de qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux et d'autres pas. Et c'est de là, en fait, que l'écriture est arrivée vraiment dans ma vie. Ça veut dire que je regardais les gens autour de moi, je me disais, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est heureuse alors qu'elle n'a pas grand-chose dans la vie? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle n'est pas forcément heureuse alors qu'elle aurait une situation idéale et pourtant sa façon d'être et de vivre sa vie, c'est pas forcément cool pour elle. Et petit à petit, j'ai commencé à observer les gens autour de moi, j'ai observé leur façon de se parler, j'ai observé leur habitude et de tout ça, est née La vie est tellement belle, où à l'intérieur, je propose au lecteur de faire un voyage à l'intérieur de lui-même, découvrir comment il voit la vie, découvrir ce qu'il ressent, découvrir pourquoi on a la réalité qu'on a, tout ça. Est-ce que le bonheur, pour toi, c'est avant toute chose la liberté? La liberté est une bonne composante du bonheur, mais ce qui est rigolo et intéressant avec toutes ces notions, c'est que c'est propre à chacun. Donc c'est des mots. Au fur et à mesure du temps qui passe, on n'associe pas les mêmes idées à ces mots-là. Et c'est parce que ces définitions sont propres à chacun, et même pour une seule et même personne, au fur et à mesure du temps qui passe, la définition, elle change, elle est différente, que les gens n'y passent pas du temps, en fait. Parce que c'est pas assez mental et droit. Mais du coup, ta définition du bonheur, c'est quoi alors? Ma définition du bonheur, c'est de faire comme je le sens, d'être en accord avec mes valeurs, avec ce que je suis, en fait. À chaque fois que j'avance dans la vie, je fais en sorte que ma vie, elle me corresponde. Et il y a une sorte de baromètre intérieur de est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens libre. C'est cette capacité, en fait, à avoir de la vérité avec soi-même et à se dire, OK, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, ça me convient à 100%? Et si ça ne me convient pas, est-ce que c'est OK pour moi quand même de vivre... Il y a toujours des endroits dans notre vie qui sont inconfortables. Bien sûr. Mais du coup, là? Oui, depuis longtemps. Hein. En fait, je me suis toujours sentie heureuse. Là, tu vis la vie que tu voulais? Oui, mais depuis un moment quand même. Mais même, on revient à mes 15 ans, à partir du moment où je décide de prendre position sur mes choix de vie, à partir du moment où j'affirme, même dans mes galères, il y a eu des fois où je pouvais pleurer, et j'étais quand même heureuse. Pas parce que tout était idéal autour de moi, mais parce que je vivais mon chemin de vie, en fait. Pour moi, le bonheur, c'est pas juste être heureux, sourire, rigoler. C'est malgré les difficultés, malgré ce qui est compliqué dans notre vie, malgré ce qui est difficile, parce que j'ai décidé de prendre position avec moi-même et de m'honorer, en fait, derrière, oui, je suis heureuse, tu vois. Mais alors, quel est le degré supplémentaire après heureuse? Après, il y a réaliser entièrement. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas la vie que j'ai envie d'avoir, mais c'est pas grave, je suis quand même heureuse. Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme... Par exemple, qu'est-ce que je voudrais avoir? Moi, j'aimerais trop avoir une maison, j'aimerais trop avoir une piscine, j'aimerais trop avoir un terrain goudronné parce que je fais de l'acrobatie moto. Donc, j'aimerais trop avoir un terrain comme ça chez moi. J'ai pas du tout ça aujourd'hui. Je suis dans un petit appartement 3 pièces, mais c'est pas grave, je suis heureuse parce que je fais un voyage qui me rend heureuse, en fait. Alors, je vois d'ici les commentaires de ceux qui vont dire « Ah, on revient que sur de la 3D matérielle pure ». Oui. Après, parce que alors, là, pour le coup, au niveau personnel, spirituel, oui, je me sens largement réalisée parce que la vie est tellement belle, ça a été une découverte intérieure dans un état modifié de conscience que j'ai fait avec des amis dans ce moment-là, où j'ai découvert en fait le mantra de mon âme. Pour moi, c'est ce que je me suis toujours répété du matin quand je me lève jusqu'au soir où je me couche et même la nuit dans mes rêves. Donc, pour moi, j'ai découvert vraiment ma poésie intérieure. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me suffisait, j'avais pas besoin de plus. Après, j'en ai fait des voyages intérieurs. Et je trouve que c'est super intéressant de faire des voyages spirituels. C'est super beau. Mais après, le but, c'est de vivre ici, quoi. Donc, En tout cas, de tous les pays que tu as fait, la France reste le plus beau? Ah ouais. Je pense que la France, c'est un pays où il y a tout, en fait. Et malheureusement, c'est un pays qui est tellement... on assomme la France. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des choses qui fonctionnent en France et je pense que j'aurais pas eu du tout la même vie et les mêmes chances si j'avais pas été française. Clairement, j'aurais pas eu ce suivi avec mes éducateurs.
j'aurais pas pu aller en foyer. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de pays où je n'aurais jamais eu la vie que j'ai eue. Il n'y a pas ce genre d'infrastructure dans les autres pays? Alors, je connais pas du tout tous les autres pays, mais je sais qu'en France, on a quand même un suivi qui est quand même exceptionnel. Même l'éducation, même l'école, même la santé. Enfin, voilà, moi, je peux pas. Alors oui, on paye des impôts, on paye tout ça, mais à côté de ça, il y a des choses qui fonctionnent et il faut le dire quand même. Parce qu'on a un peu cette tendance à montrer ce qui ne va pas et quand il y a des choses qui vont, on ne le montre pas vraiment. Et il y a aussi une réalité des choses qui ne vont pas. Oui. Et quand on parle effectivement de l'éducation, quand on parle de l'éducation nationale, quand on parle du monde hospitalier, quand on parle, il y a de la souffrance quand même. Oui. Très clairement. Il y a un mot que tu n'as pas... c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, je dis elle va le dire. Quand on parle de famille, quand on parle non, je lâche le mot comme un imbécile. Ah, de famille. Quand on parle de bonheur, quand on parle d'épanouissement, quand on parle de ceci, ça, il y a un mot que tu dis pas, c'est famille. Ouais, parce que je me suis pas construit avec ça. Donc c'est logique, quelque part. Tu aurais pu vite construire quelque chose ou tenter de construire quelque chose? Ouais, j'ai l'impression que si on veut construire à tout prix ça, c'est qu'on a un manque quelque part. Et moi, personnellement, j'ai jamais eu trop ce manque. Ça veut dire que quand j'étais petite, je savais que j'avais une maman biologique qui était atteinte de schizophrénie et que j'appelais maman. Je savais que j'avais une mère de famille d'accueil qui était ce qu'elle était et que j'appelais maman. Et j'avais un père de famille d'accueil aussi. Voilà, je me suis construite autour de ces figures-là. Mais après, derrière, quand je suis partie à l'âge de 15 ans, j'avais plus rien et c'était OK. De toute façon, je savais que c'était pas mes vrais parents, donc on n'était pas liés par le sang. Derrière, j'ai toujours été en lien avec l'humain et je pense que ça aide à pas avoir cette souffrance, entre guillemets, de la famille. Et après, en grandissant, quand on a les choix de carrière, les choix d'études, je voyais, en fait, j'avais beaucoup de copines, beaucoup d'amis, enfin, j'ai toujours été proche de beaucoup de gens. Et en fait, je voyais mes copines, mes amis qui faisaient leur choix de carrière, où leur famille, elles étaient un peu... soit elles avaient peur pour elles. Et moi, en fait, j'ai toujours pu faire mes choix de façon hyper libre. Ça veut dire qu'à l'âge de 18 ans, je pars de Nice, je m'envole pour Paris. Je connaissais personne à Paris et personne ne s'inquiétait pour moi. Parce qu'en fait, de toute façon, je n'avais pas de famille qui s'inquiétait pour moi. Et à côté de ça, ça m'a permis de me construire. Alors, ça ne veut pas dire que c'était simple, ça ne veut pas dire que c'était facile, mais j'ai pu faire mes choix. J'ai pu me réinventer, j'ai pu choisir, rencontrer des nouvelles personnes. Pareil, quand on s'est connus, j'étais à l'autre bout du monde. Personne ne s'inquiétait pour moi parce que forcément, je pouvais vraiment faire mes choix simplement. Mais ce cocon familial, tu n'en avais pas besoin? Pas plus que ça. Après, aujourd'hui, je me sens... Alors, c'est rigolo parce qu'avec l'écriture, quand j'ai écrit La vie est tellement belle, j'étais sur la période où j'étais sur l'édition et où je faisais mes petits paquets pour envoyer tous les colis à mes premiers lecteurs. Et j'ai vécu un rite de passage avec l'écriture où j'ai commencé à écrire un texte. Et de ce texte, en fait, le sentiment, c'était chaque personne autour de moi représentait une idée, d'accord ? Et ces personnes, en fait, c'était ma famille d'âme. Et j'avais vraiment ce sentiment d'avoir retrouvé ma famille d'âme. Et voilà, c'est des histoires qu'on se raconte, c'est un voyage personnel. Mais ce voyage, avec les mots, m'a vraiment fait ressentir à quel point j'étais connectée aux gens autour de moi. Et en fait, voilà, je me dis que ma famille, c'est toutes ces personnes que j'aime profondément, ces personnes qui m'aiment aussi profondément, parce que je pense que le lien, il est réciproque, peu importe si on a l'impression ou pas, il existe quand même. Et ça me suffit. Et c'est tant mieux, et c'est OK. Est-ce que justement, un livre, ce n'est pas aussi une façon d'avoir une descendance ? C'est une façon de transmettre. Et il y a cette idée aussi de dire que quand on écrit, on est un peu immortel. En tout cas, on donne à notre esprit cette capacité à déjouer un peu les lois temporelles. Je pense que il y a ce côté transmission. Qu'est-ce que je lègue? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je transmets? Mais pour le coup, tu transmets à des inconnus. Lecteurs, certes, mais des inconnus. Oui. Tu ne transmets pas à un enfant, oui. Après, j'ai vraiment pas le ressenti. Je sais qu'il y a des femmes qui ont le besoin de donner la vie. Moi, aujourd'hui, à l'instant T, je dis pas que ça peut pas changer dans les prochaines années, mais j'ai pas ce ressenti-là. Est-ce que
parce que dans ma génétique, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans ma famille, dans le sang, qui ont déclenché la schizophrénie. Donc forcément, peut-être que ça me donne pas forcément envie et c'est normal. Mais si un jour j'ai envie de transmettre, j'ai aussi l'idée pour potentiellement d'adopter ou ça serait possible. Il y a une belle phrase que tu as dite, j'ai envie d'incarner le possible. Ouais. Et je pense que c'est cette phrase qu'on va prendre en titre, parce que je la trouve puissante. Comment est-ce que tu peux aider? Qu'est-ce que tu as envie de quelle manière on peut suivre ce que tu préconises dans ton accompagnement aujourd'hui? Parce que tu te considères comme quoi? Donc écrivain et formatrice. Et formatrice, en quoi? Formatrice en écriture. Okay. Donc en fait, j'ai un univers qui s'appelle l'univers Ad Astra. Et à l'intérieur, j'accompagne les personnes qui le souhaitent à se découvrir grâce à l'écriture. Il y a plusieurs niveaux d'écriture. Au départ, on vient à l'écriture parce qu'on ressent ce besoin de se réparer, de guérir, de se déposer, d'écrire son histoire. On a tous des histoires qui sont passionnantes quelque part. On a tous des choses qui ont été difficiles à vivre. Enfin, moi, je ne connais pas une personne qui n'a pas une aventure. Enfin, voilà, on a tous notre aventure de la vie. Et c'est beau et c'est important, à un moment donné, de prendre le temps pour soi, pour se déposer, pour raconter sa vérité. Parce que dans les histoires, il y a toujours plusieurs façons de voir l'histoire. Et en général, notre vérité, elle est rarement écoutée et respectée. Et du coup, de se poser à cet endroit-là, ça permet justement de prendre ce temps-là pour soi. Des fois, on le fait que pour soi. Des fois, on le fait aussi pour partager. Donc, en fait, moi, j'identifie vraiment l'écriture pour soi et l'écriture pour l'autre. Et c'est vraiment deux terrains de jeu et d'approches différentes complètement. Ouais. Et souvent, on vient à l'écriture pour soi au départ, et c'est très bien et c'est très sain de faire ça, parce que de toute façon, on vit notre vie pour nous. Et puis, en fait, dans ce pour soi, après, on se rend compte que en fait, ça fait un écho à une personne qui a aussi vécu la même chose, ou qui n'a pas encore les réponses que nous, on a trouvées en chemin. Et là, dans ce coup, on se dit, comment je peux lui partager, comment je peux lui transmettre, comment je peux lui apporter des outils de guérison. Et c'est là qu'on va sur l'écriture pour l'autre. Mais tu n'écris pas pour les autres? Alors moi, je l'ai fait pendant des années. C'est-à-dire que je faisais de la délégation d'écriture. Donc j'avais une prestation de service, délégation d'écriture, chose que j'ai adoré faire. Et aujourd'hui, ce que j'adore, c'est vraiment accompagner la personne à découvrir par elle-même l'écriture. Parce que quand on le fait par soi, on va trouver en fait ces clés à l'intérieur de nous. Moi, je vois vraiment les mots comme des combinaisons secrètes. Et quand on met les bons mots dans le bon ordre, il y a comme une porte qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Et cette porte, c'est le monde des possibles, c'est nos clés de guérison, c'est ce dont on a besoin pour avancer sur notre chemin. Alors, comment se présente cet accompagnement pour le coup? Comment on procède? Ouais. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est que moi j'arrive à identifier clairement si on veut écrire pour soi ou pour l'autre. Donc j'ai une petite expérience qui est gratuite, qui permet justement de se poser sur son projet, de se dire voilà, j'ai vraiment envie d'écrire. Est-ce que j'ai envie d'écrire pour moi? Est-ce que j'ai envie d'écrire pour les personnes autour de moi? Et à partir de ce moment-là, je peux définir en fait si c'est plutôt Ad Astra Origine ou Ad Astra Manuscrit. Et ensuite, ce sont des vidéos de formation. Il y a du coaching aussi. Et j'accompagne également sur, OK, maintenant que j'ai écrit mon livre, parce qu'on se dit que ça, c'est le haut de la montagne, et après arriver là, il n'y a plus rien à faire. En réalité, c'est là que tout commence. Ça veut dire qu'écrire son livre, c'est déjà se poser, se structurer, ranger le bordel qu'on a dans sa tête, parce que c'est vraiment ça. Souvent, on a des vies qui sont... on n'a pas posé son intention, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. On est un peu perdu dans nos émotions, on n'a pas fait le ménage à l'intérieur de soi. Écrire, en fait, ça fait, mais c'est comme tu le disais, c'est une thérapie. L'outil est une thérapie à lui tout seul. Et ensuite, quand on a réussi à aboutir notre projet, à enfin avoir le manuscrit qui est rédigé, derrière, il faut l'éditer, avoir l'objet physique. Et ensuite, il faut le partager autour de soi. Et là, pareil, il y a une aventure qui est formidable qui commence, qui est la communication, comme dans un espace comme celui que tu crées, comme ici. Moi, je suis toujours un peu, d'un côté fasciné, d'un autre côté un peu triste, et parce que je me rends compte à quel point, dans notre système, on ne nous apprend pas à aimer les mots, autant que ce qu'aujourd'hui tu arrives à nous faire partager. C'est vrai. C'est fou, hein, ouais. À quel point la responsabilité, et notamment du système éducatif, scolaire que l'on peut avoir, on est plus dans, encore une fois, une approche de la sanction. Plus que de l'épanouissement, de la créativité, du développement de tout ça, quoi. On est
aux antipodes de ça. C'est clair, et ça commence, comme tu dis, ça commence avec l'éducation. Ça veut dire que moi, j'ai le souvenir, par exemple, à l'école, d'avoir lu un livre qui m'avait traumatisée avec un clown. Depuis, j'aime plus les clowns, donc au moins comme ça, c'est fait. Mais oui, ça passe par là, ça passe par... on nous fait lire des livres qu'on n'aime pas, on nous fait lire des livres d'une époque qui est pas du tout la nôtre, et en fait, on comprend même pas ce que l'auteur y raconte. Après, il y a des livres qui nous inspirent. Moi, je sais qu'à l'école, au lycée, j'avais lu... comment il s'appelait ce livre Belle Amie de Guy de Maupassant. Et ce livre, je ne sais pas pourquoi, alors que pourtant c'est quand même une autre époque, ce livre il m'avait inspiré. Je m'étais dit, en fait, lui il est parti de rien, il a réussi à construire sa vie, et ça m'avait inspiré. Alors que c'était difficile d'accès. Donc des fois, on a quand même des surprises. Moi, je me souviens d'Andromaque. Ok. Ça m'a pas plu du tout. Ouais. Mais pas du tout. Ouais. Et du coup, j'ai tout de suite et très vite associé la lecture et l'écriture à punition. Ouais. Et ça, l'engrammage. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'ai une pensée pour mon père à chaque fois, c'est qu'il disait toujours va prendre un livre, au lieu de faire va prendre un livre. Et c'était une injonction. Ouais. Et pour le coup, c'était une punition. Et oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui associent l'écriture et la lecture plein, absolument. à la Alors punition. qu'au fond d'eux-mêmes, quand je vois aujourd'hui tous les bouquins qui nous entourent ici et le fait de recevoir en permanence des gens qui écrivent la plupart du temps, c'est quand même un comble de cet entendre dit en permanence. 100%. Je trouve ça aussi très dommage. Et j'aimerais aller dans des écoles. Et c'est des projets qu'on a essayé de mettre en place avec des personnes qui sont dans les CDI, dans les collèges, dans les lycées. Mais pareil, la France, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a toute une infrastructure. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de mettre ça en place... Je ne sais pas si on dit encore CDI en 2026, je ne sais plus. Je sais pas. On disait ça. On disait ça à l'époque. C'est là qu'on se rend compte qu'on a vieilli. Non, mais bon, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais effectivement, on disait ça. Donc, cet accompagnement-là, effectivement, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Anna. Alors, c'est drôle parce que il y a beaucoup de gens qui disent souvent « J'aimerais tellement pouvoir écrire mon histoire. » Même si on en vend 2, on s'en fout. Complètement. La démarche d'écrire, de coucher sur le papier, la noblesse du livre et le fait d'avoir cet objet entre les mains, je trouve ça magnifique. Complètement. Le livre est beau. Hein. Le livre est beau. Le livre est un bel objet, et le fait de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour guérir les parts en soi qui ont besoin d'exprimer ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont vécu, ça c'est quelque chose de tellement précieux. Et c'est quand on fait ça qu'on a ce rendez-vous avec soi-même, que derrière, on peut continuer, en fait. Continuer de cheminer, continuer de créer. Souvent, on va à l'écriture pour soi en premier, et c'est super sain, et c'est super important de commencer par soi. Et souvent, dans cette rencontre avec soi, on a cette rencontre avec l'autre, et c'est là qu'on va sur une autre aventure qui est encore fascinante. L'autre réflexion, c'est de dire « j'ai pas le temps ». Ouais. Le temps, c'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend. Donc, c'est toujours une question de priorité. Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser dans ma vie, et puis de trouver la valeur, en fait, de cet endroit-là. Moi, ce que je crois, c'est que l'écriture, c'est tellement accessible que, en fait, on n'a pas cette conscience de se dire, en fait, cet endroit-là de ma vie peut prendre plus de place. Et aussi, on a cette impression que ça doit devenir justement une punition, c'est scolaire. En fait, on associe ça tellement à cet endroit-là de la réalité qu'on oublie en fait la magie de l'écriture, la magie de la vie dans cet endroit-là. Et la fierté de se dire aussi. On l'a fait. Ouais. Le fait d'être créateur. Moi, je sais qu'avant La vie est tellement belle, les gens se disaient Anna, elle est rigolote, elle rigole tout le temps, elle est toujours de bonne humeur. Et on pouvait passer à côté de la profondeur de mon être. Et quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à partager mes idées de façon construite, de façon structurée, de façon plus profonde, derrière, les personnes me ressentaient beaucoup plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens autour de moi, il y a plus de personnes qui ne me comprennent pas, en fait. Et ça aussi, c'est beau, d'avoir en fait, comme si tout autour de nous s'alignait à ce que l'on est. Et ça, c'est un beau cadeau à se faire, vraiment. Écrire votre vie de la plus belle des façons. La plus belle des façons. C'est un carnet d'écriture. J'allais dire un cahier d'exercice, mais oui, un carnet d'écriture. Où à l'intérieur, il y a des questions. Et l'idée, en fait, c'est de se raconter, de raconter ses souvenirs, de raconter ses envies, de raconter ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Pour justement reconnecter avec l'écriture d'une façon plus agréable, plus douce, plus sympa que ce qu'on a pu faire auparavant.
Bravo en tout cas. Bravo d'abord pour ton parcours, Mm. que je ne connaissais pas autant en profondeur, dans les détails de ces aléas que tu as pu rencontrer dans ta vie. Je suis aussi contente de te savoir heureuse au travers de l'écriture et dans ce mode de vie que tu as choisi. Tu as posé tes valises quand même un peu ? Oui, du côté du 83, à Sanary. J'ai mon petit bureau bien posé où je peux bien travailler. Je suis très contente. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi ? Que c'est possible, qu'ils peuvent se donner l'autorisation d'écrire leur propre vie, d'aller explorer qui ils sont, que ces explorations, elles sont pas aussi difficiles que ce qu'on imagine. J'ai souvent eu cette peur d'aller à l'intérieur de moi parce que justement j'avais peur de ce que j'allais y trouver, de mauvais ou de pas bon, de pas beau. Et en fait, quand on part à l'exploration de soi, on a plus de belles découvertes et de choses qui vont nous relier à l'autre, qui vont nous relier au monde. Et c'est parce qu'on va se donner cette autorisation d'aller à l'intérieur de soi-même que derrière notre lien au monde va beaucoup plus se pacifier et se construire. Donc, se rencontrer, c'est se donner la possibilité de vivre notre propre vie et c'est un beau cadeau à se faire. Bravo. Elle s'appelle Anna. On vous met tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rencontrer, en tout cas, entrer en contact avec Anna. Guérir par les mots quand l'écriture transforme une vie, parce que la vie est tellement belle. Tellement belle, dit-elle. Et alors, son ouvrage qui est ici. Le mot tellement, je ne dis pas la vie est belle, parce que ça, souvent, les gens retiennent la vie est belle. Donc, comme quoi, même avec l'écriture, des fois, on n'arrive pas encore à être compris à 100%. Je dis la vie est tellement belle, et dans le tellement, ça englobe la profondeur et ça englobe le pas beau, ça englobe le pas juste, ça englobe ce qui est difficile, ça englobe ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'explique pas. Parce que la réalité, c'est ça, on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Et le tellement est tellement important. Absolument. Essentiel. Et là, ça lui donne une toute autre saveur à cette phrase, en tout cas, et à ce titre. Merci, Anna. Merci. Merci beaucoup. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Offrez-vous le plaisir d'écrire et ensuite de vous lire, ou peut-être de lire pour vous permettre d'écrire. C'est Anna qui vous accompagnera. Le site internet, bien entendu, et tous vos commentaires bienveillants, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.